Ok. Alors, bonjour à tous. Je suis Leman Kinyuani, consultant QHSE, RSE et formateur, gérant du cabinet LK Consulting. Alors, nous sommes là pour la tenue de notre webinaire. Tout d'abord, je vais vous partager. Je vais vous partager. Donnez-moi quelques secondes. Alors, je vais tenter de vous partager ça. Alors, ok. Alors, vous pouvez tenter. Ok. Est-ce que tout le monde voit le support de présentation? Oui, très bien. Ok. De mon côté, ça va, tout va bien. Ok. Ok. Très bien. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors, nous avons déjà 8 minutes de retard. Sans plus tarder, nous allons débuter notre webinaire. Je rappelle que nous aurons maxi 1 heure à partir de maintenant. Au plus tard, 21h08, on devrait avoir terminé avec le webinaire, questions y compris. Alors, comment réduire? J'ai un petit souci avec la barre. Attendez, excusez-moi. OK. Comment réduire le coût de vos assurances grâce à une meilleure maîtrise des risques? Il y aura deux intervenants. Destin Ngo, expert visite de risque, Suno Assurance Congo. Liman Kinwani, que je suis, consultant senior en QHSE, RSE, formateur et gérant du cabinet LK Consulting. Alors, parmi les points, nous comprendre pourquoi certaines entreprises payent plus cher leur assurance. Alors, ok, bah, c'est mieux. Comment se déroule une visite de risque? Comment le QHSE contribue à la réduction des risques? Les actions concrètes qui assurent qui rassurent les assureurs, cas pratiques entreprises avant et après maîtrise des risques, ESG, durabilité et assurabilité des entreprises, les 10 recommandations prioritaires pour réduire les risques de son entreprise. Et puis, nous allons conclure. Avant de conclure, il y aura une petite phase de questions-réponses. Euh, nous attendons de vous des questions, si vous en avez, ou tout simplement des interventions également, ce qui sera très bénéfique. Alors, j'ai envie de te présenter Destin, mais je crois que je vais le laisser se présenter seul. Destin, est-ce que tu peux te présenter? Ok, merci Leman, merci pour l'initiative que tu as entrepris, hein. Déjà, le partage, je pense que c'est ce qui est de mieux pour chacun d'entre nous, selon nos zones de compétences ou nos métiers. Alors, je vais me présenter. Je suis Destin Welcome Go, comme il est présenté en image, ingénieur de formation, ingénieur généraliste de formation. Après, j'ai un parcours assez atypique, c'est que je suis plongé dans le monde de la finance, ça fait une dizaine d'années déjà.
Je suis actuellement expert interne, expert salarié, expert compagnie, en charge des visites de risque. Et c'est ce qui fait l'objet de notre webinaire de ce soir. Je suis auprès de Souno Assurance. Donc, j'aurai le plaisir de vous partager, de vous donner ce que j'ai comme information pour vous aider en tant que manager responsable d'avoir euh, une vue assez élargie sur les questions d'assurance, les questions de risque. Et donc, je suis en compagnie de Lehman, dont je laisse la charge de se présenter également. Je pense qu'il a déjà fait un. Merci. Oui, juste dire que voilà, je suis consultant et ça me fait presque 10 ans, 10 ans que j'évolue dans, pas 10 ans exclusivement consultant, mais 10 ans en tant que salarié, mais également j'ai évolué pour devenir consultant. En tant que consultant à proprement parler, c'est depuis 2020. Et bien avant, j'ai évolué dans quelques structures de la place. Bon, on n'a pas trop le temps de s'étaler, mais sinon, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous verrez à peu près les structures dans lesquelles je suis passé. Et actuellement, je suis le gérant du cabinet LK Consulting. Tout à l'heure, à la fin, lors de la conclusion, nous allons vous présenter un peu de manière synthétique ce que nous présentons comme accompagnement, comme service. Alors, tout au long de ce webinaire, euh, tantôt ça sera moi, tantôt ça sera Destin. Donc, nous allons présenter de manière alternative. Voilà, donc, c'est parti. Lehman, s'il te plaît, j'avais juste une suggestion. Après, quitte Oui, aux participants de ne pas s'y intéresser ou pas. Vu le nombre de participants actuels, j'aurais bien aimé quand même connaître chacun d'entre eux, peut-être simplement le nom. Je vois à côté Bénicia, je pense que c'est elle qui est avec toi. Il y a Joël Baptissa que je maîtrise très bien. Je pense qu'à côté, il y a... Et je vois, il y a Claudie Thiam qui vient de s'ajouter. Donc, je voudrais vous que chacun essaie un peu de nous saluer en passant parce que c'est aussi des moments d'interaction. C'est vrai qu'on partage, mais je pense que si on laisse quand même quelques minutes à chacun d'entre eux de nous saluer et de se présenter, je pense qu'on va briser un peu la glace et puis permettre à ce que ça soit plus détendu. Merci. très bien. Donc, faisons ainsi, on fait rapidement ce tour de table. Très bonne idée. À chacun de se présenter. Bonsoir à Bonsoir. tous. Est-ce qu'on m'écoute là? Oui, Bonsoir à oui, oui, tous. oui. Oui, bonsoir, Jo- bonsoir. Bonjour, Joël. Joël, bon, pour ceux qui sont passés à l'Institut 2017, promo 2017, je suis responsable adjoint à électricité chez Ponty. Voilà, merci beaucoup. Monticelli, n'est-ce pas? C'est bien ça, Lehman, c'est bien ça. Merci, Joël. Très content de te retrouver. Merci. Merci, Joël, c'est un plaisir. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Glody Chamala. Là, c'est le diminutif, Chams. Et c'est Glody Chamala, assistant RSE à Bureautech. Et nous nous faisons accompagner aussi par LK Consulting, avec notamment Monsieur Lehman. Euh, Merci à vous. Bien. Merci beaucoup, Glody. Sois le bienvenu à ce webinaire. Bonsoir, moi c'est Bénitia Bonsoir. Miak. Je suis consultante QHSE Junior chez LK Consulting.
Merci beaucoup. Sois la bienvenue. Je pense qu'il nous reste juste le doyen Eric. Je ne sais pas Oula, s'il je est toujours me là. repérais. Il est occupé. Bonsoir à tous. Donc, c'est Eric Moigny, puisque vous parlez d'Institut. Moi, je suis de la promo ECA KICAM 2007. Je vais avoir 19 ans d'expérience, et essentiellement dans l'ingénierie forage. J'ai fait 16 ans chez Total Energy, et puis ça fait un peu plus d'un Bonsoir. an que je suis passé chez Vinci Construction, dans le domaine du forage toujours. Voilà, bonsoir. Forage et digital. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Et comme je l'ai dit, hein, personne n'a la connaissance, a le monopole ou la connaissance parfaite. On est là pour partager, on donne ce qu'on a reçu et éventuellement, sur tout ce qui est question, on prendra ce dont on peut apporter, on apporte, on met en lumière et des questions dont on n'a pas les éléments sur le champ, on vous revient éventuellement, soit par mail, soit par WhatsApp. Le but, c'est de créer aussi cette interaction. Aujourd'hui, c'est nous, peut-être demain, c'est vous, parce qu'il faut se faire connaître et je pense que la force d'un réseau, c'est dans le partage. Tant que chacun est dans son cancan, on a du mal à connaître qui peut faire quoi. Et, le monde aujourd'hui, avec certaines communautés, nous comprenons que s'ils arrivent à exceller, et peu importe la zone géographique où ils se trouvent, c'est parce qu'ils ont dans le partage. Et c'est ce que nous voulons bâtir. C'est des démarches qu'on a entreprises après les discussions avec les MAN. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas parler, vulgariser des choses que dans notre propre pays, on a tendance à mystifier ou à croire encore que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est assez complexe. Donc, c'est une démarche qui commence, mais dans la mesure du possible, on verra comment, aussi pour tout un chacun. Oh, 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 ok. Alors, Les tout man, à tu es là? l'heure, je ne t'entendais plus. Oui, je suis là. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais de ton côté ou de ton côté, tout à l'heure, ça avait un peu. Voilà, Ah, j'avais un peu du mal à tu m'as pas t'entendre. saisi, tu m'as pas C'est bien bon, vous me saisi, c'est ça? recevez? Oui, oui, c'est bon, moi je te reçois bien. Si, d'accord. Donc, les derniers moments, là, ça coupait un peu, ça s'entrecoupait un peu. Mais là, ça va, OK. Alors, D'accord. déjà, en guise d'introduction, euh, c'est quoi l'intérêt de ce webinaire? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans ce qui est des risques pour les entreprises doivent davantage aujourd'hui maîtriser la gestion, la notion du risque. Pourquoi? Pour quelles raisons? D'abord, pour protéger les personnes et les biens. Vous voyez, Euh, aujourd'hui, en tant que QHSE, le pire qui puisse arriver en entreprise, c'est les accidents de travail, les maladies professionnelles, l'absentéisme pour une raison, par exemple, liée aux accidents de travail, maladies professionnelles, la perte des biens, etc. Donc, c'est important de gérer les risques. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger les personnes et les biens, mais également parce qu'il faut réduire les pertes financières. Donc, les pertes financières occasionnées, par exemple, par les accidents de travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet, euh, la- voilà, il y a ce que l'on appelle dans la qualité, les coûts de non-qualité. Donc, il faut réduire les coûts de non-qualité. Euh, il faut respecter aussi les exigences réglementaires. Donc, il y a cela aussi, les entreprises sont soumises à de nombreuses obligations, le code du travail,
les lois sur l'environnement, les normes sur la sécurité sanitaire des aliments, la fiscalité, la, la- les cotisations sociales, etc. Donc, autant de points qui nécessitent que les risques soient maîtrisés. Et à la protection de la qualité et de la satisfaction des clients, voilà, en vue de limiter les produits défectueux, de maîtriser, du moins d'avoir un retour client pour ce qui est des plaintes, euh, voilà, les pertes de clients, l'atteinte à la réputation, etc. Mais également la protection de l'environnement et bien d'autres raisons encore. Donc tout ça nécessite qu'on ait un regard, un regard sur la gestion des risques en entreprise. Je vais laisser le flow, la, la place à Destin pour présenter ce point. OK. Merci Lehman. Donc, c'est un point qui est assez capital et très important. Si j'ai fait cette activité brise-glace, c'est aussi pour question de connaître nous avons quel genre d'interlocuteur. C'est aussi important d'orienter nos dires. C'est vrai que le support est là et sauf avis contraire de LK Consulting, je pense que ceux qui participent au webinaire pourront bénéficier de ce mémo. C'est un résumé. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure, mais déjà, ça permettra à ce que ceux qui veulent approfondir dans le domaine des risques, dans le domaine d'assurance, on est totalement disponible pour échanger davantage en long et en large. Ce que je voudrais d'abord dire avant de regarder un peu les petites définitions, c'est que aujourd'hui, on a, si je vois ici, j'ai un responsable ELEC, un assistant RSE, une consultante et celui qui est dans le monde de la construction avec Vinci. Je pense qu'aujourd'hui, ayant des profils polytechniques ou scientifiques et aspirant au poste de manager ou à des hauts fonctions de management, l'on ne peut pas s'en passer de la finance, l'on ne peut pas s'en passer des risques. Parce que tout est dans des projets et lorsqu'on parle projet, on voit finance, lorsqu'on parle projet, on voit risque. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je, je, je suggère à chacun d'entre nous de s'y intéresser aussi à un aspect financier sur des formations. En plus des compétences techniques, c'est d'ajouter des compétences en finance, c'est d'ajouter des compétences en assurance, c'est d'avoir un peu de tout. C'est ce tout-là qui fait du manager éclairé. Le manager est éclairé sur des questions techniques, ça c'est ce qui est déjà important, mais après, le manager est éclairé sur des questions financières, des questions de risque. Je pense qu'il faut ce tout-là pour faire quand même un manager qui peut dormir moins bête. Donc, nos moments de partage, c'est aussi pour attirer cette attention à ne pas se limiter dans une zone ou dans un domaine de compétences et rester là. Non, le monde devient assez interconnecté, pluridisciplinaire, donc il est indispensable d'être curieux, de rentrer dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, comme la finance, et aussi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui maîtrisent les finances. C'est ceux qui prennent des décisions, c'est ceux qui bougent les choses. Donc, il est toujours important de compléter ces formations au travers des webinaires, au travers des séminaires, des colloques et j'en passe. Donc, ici, pour comprendre pourquoi certaines entreprises payent plus cher leur assurance, j'ai mis des petites définitions, question de nous rafraîchir un peu la mémoire sous la notion d'assurance. Il faut d'abord noter que ici, si je parle au cas du Congo et d'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone, la notion d'assurance n'est pas encore vulgarisée. Je suis en train de mener des études où je pense qu'il faudra, à long terme, dans nos ministères de l'enseignement, mettre un module ou un cours d'assurance. Parce que l'assurance est au centre de toutes les préoccupations du monde. Les nations ou les sociétés qui se sont développées ont impliqué la notion d'assurance. Donc, c'est quoi l'assurance? L'assurance, si on prend une source Wikipédia simplement en tapant une recherche, ou bien ChatGPT, vous avez des réponses qui sont là. Ici, il y a des termes que moi j'ai soulignés qui interpellent un peu euh, ma conscience. Vous avez l'assurance, on parle de services de protection financière. Donc, généralement, lorsqu'on s'y investit dans le monde des affaires,
Personne ne veut mettre l'argent en jeu pour le perdre. Personne ne veut investir son argent pour le perdre. Donc, c'est une protection financière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en échange d'un paiement régulier, ce qu'on appelle prime ou cotisation, on ne va pas aller dans les détails, une entreprise, puisque nous sommes dans un contexte professionnel, donc on parle d'entreprise, je voudrais vous épargner les assurances des particuliers. C'est-à-dire, j'ai une voiture, je prends l'assurance, ou j'ai l'enfant à l'école, je prends l'assurance, ou je suis malade, je dois prendre l'assurance maladie. Ce sont les assurances classiques que nous connaissons plus ou moins, que nous soyons profanes ou pas. Quand on entend assurance, on pense à sa voiture, on pense à l'assurance scolaire qu'on nous donne depuis qu'on est tout petit, on pense à l'assurance maladie parce que quand je suis malade, je me fais soigner. Ça, c'est vraiment le niveau B.A.-BA de l'assurance. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes en train de nous orienter assurance orientée entreprise, le corporate. Voilà pourquoi ceux qui sont conviés, ce sont des responsables d'entreprise, ce sont des managers, des décideurs, des directeurs. Donc ici, une entreprise, pour revenir à la première définition, une entreprise, donc ce qu'on appelle euh, l'assureur, lui, il s'engage à indemniser euh, un individu ou une autre entreprise qu'on va appeler assurée en cas d'un dommage, en cas d'un accident ou de coup dur imprévu. Une autre définition sur le plan juridique, j'ai voulu insister, j'ai voulu mettre le point juridique parce que tout est régi sur un contrat et c'est une notion aussi que j'interpelle chacun d'entre vous à s'y intéresser. Que vous soyez scientifique, concepteur, ingénieur, tout ce que vous ferez à un moment donné, il faut que ça soit aligné avec les textes juridiques. Vous pourrez fabriquer une machine, il faut que ça rentre dans la réglementation pour que votre machine soit mise sur le marché. Donc, on ne peut pas être scientifique sans s'intéresser aux droits ou aux lois d'une nation, d'une zone géographique, d'une communauté, d'une sous-région. Donc, juridiquement, l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est un simple contrat, mais un contrat aléatoire par lequel une partie, qu'on appelle assureur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage à verser une prestation financière. Donc, il paye à une autre partie qu'on appelle assuré ou tiers. On ne va pas aller dans le détail. À quel moment on paye? C'est en cas de réalisation d'un risque incertain en échange du paiement d'une somme d'argent appelée primo-cotisation. Donc, voilà, l'assurance, c'est un document. Quand vous venez payer l'assurance, peu importe l'endroit où vous payez l'assurance, vous donnez de l'argent contre un document qu'on vous confie. Et ce document-là, vous avez des garanties qui vous protègent contre un événement aléatoire qui surviendra au moment où on y s'attend le moins. Au lieu que vous mettez à dépenser votre argent pour votre entreprise quand l'événement surgit, ben vous avez cette protection financière-là qui prend la place du dédommageur ou de l'indemnisateur au moment de la survenance d'un événement qui est inscrit dans le contrat. Donc, s'il y a des questions, on va aller dans le sens des questions parce que il faut qu'on reste un peu sur ce qui est affiché pour gagner en temps. Est-ce qu'on peut Euh, avancer, Leman? oui, 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 on peut avancer. OK. Ensuite, comment comprendre pourquoi certaines entreprises payent plus cher leur assurance? Ça, c'est une question qui est assez intéressante parce que lorsqu'on est responsable d'un département et que tu as un projet et que tu dois payer l'assurance, de prime abord, on veut le moins cher. L'entreprise, il est là pour faire du business. L'entreprise est là pour optimiser les coûts. Quand on est manager, on veut donner la meilleure qualité au meilleur coût dans un délai raisonnable. Donc, on joue sur ce triangle coût, qualité, délai. Donc, la question de coût pour les décideurs, les managers, les responsables d'entreprise, elle est une question assez primordiale. OK. Le coût d'une assurance professionnelle, si j'insiste sur le mot professionnel, parce que je fais allusion aux assurances des entreprises, pas à l'assurance du particulier. Pas moi avec ma voiture, pas moi avec ma maladie, mais l'entreprise. OK. Donc, le coût d'une assurance professionnelle varie. On dit, voilà comment le principe il est. Ce coût varie selon le niveau de risque évalué par l'assureur. Qui évalue? C'est l'expert d'assurance. OK. Une entreprise paye plus cher si son secteur d'activité présente de grands dangers. On sait que le risque, si on veut une définition très simple, très classique, le risque, c'est danger
exposé. Donc, l'exposition à un danger nous renvoie à la notion de risque. OK. Donc, lorsqu'il y a des grands dangers pour une activité donnée, déjà, vous devez savoir qu'en tant que manager, l'assurance que vous allez prendre coûtera plus cher que celui ou cette personne-là qui est dans une activité qui présente moins de dangers. OK. Il y a aussi un aspect, c'est que si ton entreprise a eu beaucoup d'incidents par le passé, donc tu es une entreprise mal gérée qui génère beaucoup de risques et que tu veux avoir des intentions de prendre une assurance, sache que lorsqu'on fera une analyse, on se rendra compte que ton activité génère déjà en amont beaucoup de risques. Donc, l'assurance, pour la même activité que ton voisin, chez toi, ça risque d'être plus cher parce que tu négliges l'aspect prévention, sécurité que les HSE recommandent souvent. Ça, c'est un autre aspect. Et aussi, la valeur des biens. Ici, je veux caricaturer pour dire un peu que l'assurance, c'est en quelque sorte comme un impôt. Donc, on vient prélever sur ce que tu déclares, sur les biens que tu déclares, quelle est leur valeur. Plus le bien est, est coûteux, plus le bien a une valeur élevée, plus ton assurance, au finish, coûtera un peu plus cher que celui qui a des biens de valeur moins élevée. Et aussi, si tu es une entreprise qui génère un chiffre d'affaires très élevé, et l'assurance que tu paies par rapport à ton activité, par rapport au chiffre d'affaires que tu génères sera plus élevé. Déjà, c'est des éléments très simples qu'il faut comprendre et retenir lorsque vous voulez prendre une assurance. Donc, les facteurs de risque et d'activité, vous avez le secteur, la dangerosité du secteur. Les entreprises de construction payent plus cher leur assurance. Vinci ou Sogea Satom, lorsqu'ils prennent des polices pour tous les chantiers qu'ils font en Afrique, en zone subsaharienne, toutes les polices que moi je regarde, quand je regarde les primes d'assurance qu'ils payent dans l'année, c'est des primes énormes parce que le secteur de la construction génère beaucoup de dommages. Des dommages sur l'ouvrage, des dommages sur les voisins, parce que lorsqu'on veut construire dans une zone, on veut mettre une zone économique spéciale ou quoi, ça peut avoir des dommages sur l'ouvrage en elle-même, sur les employés, les travailleurs, sur le voisinage, les riverains et j'en passe. Le secteur de la construction génère énormément de risques. L'industrie également. C'est un secteur qui génère beaucoup de risques. Prenons l'exemple d'une raffinerie. Une raffinerie, c'est une activité industrielle assez sensible. Donc, il suffit d'une négligence, d'une malveillance ou des procédures mal gérées, on subit un incendie et ça devient très catastrophique pour l'environnement, pour le voisinage, pour l'entreprise. On peut aussi voir les centrales nucléaires. Si vous faites des recherches, par exemple, sur la centrale de Tchernobyl, vous verrez que les catastrophes que cette centrale a générées après son incendie sur l'humain et sous des générations, sur plusieurs années, elles sont catastrophiques. Vous avez l'incendie du Deepwater Horizon, de la plateforme qui a pris feu, ce que ça a généré sous l'environnement, sur l'océan, eh ben, c'est énorme. Donc voilà comment le prix de l'assurance grimpe. J'ai parlé de l'historique des sinistres. Donc, plus vous avez des sinistres dans votre activité, plus l'assurance coûte cher. Et aussi, vous avez les zones géographiques. Donc, les lieux exposés au vol. Donc, si vous êtes dans une zone, je vais prendre pour nous qui sommes de Pointe-Noire, vous mettez des boutiques de luxe en plein fond Tchétché, ben, là où il y a toutes sortes de vandalisme, de malveillance et des cas de sabotage, ben, vous avez celui qui prend une assurance pour une boutique au fond Tchétché et celui qui prend une assurance pour la même boutique avec euh, le même contenu au centre-ville, près du commissariat central, ben, vous n'avez pas le même niveau de risque et donc pas le même coût d'assurance à payer. Donc, les comparatifs, souvent, sont facultatifs. Donc, vous ne dites pas que, bon, moi, mon assurance, là, j'ai payé trop cher, pourquoi l'autre, il n'a pas payé trop cher? Non, il faut toujours regarder les facteurs. Après, vous avez aussi la taille et les garanties de l'entreprise. Donc, vous avez le chiffre d'affaires comme on appelle l'activité. Vous avez les valeurs des biens comme j'ai énuméré avant. Et puis, vous avez les options. Donc, l'assurance, c'est un peu comme si vous prenez un billet d'avion en business class. Donc, celui qui veut vraiment avoir plusieurs garanties pour mettre vraiment un package dans sa formule, comme vous avez hein, les formules hein, avec les services financiers, plus tu as des formules vraiment avec toutes les garanties qui vont avec, ben, tu as des prix d'assurance qui vont grimper.
moins tu négliges certaines garanties, ben, ça ne marche pas. Je prends l'exemple, je suis entrepreneur, j'ai une boutique à Madagascar, j'ai un entrepôt que je veux faire du stockage de matières premières, du café par exemple. Sachant qu'à Madagascar, c'est une zone où il y a beaucoup d'événements naturels comme les cyclones, les tornades et tout ça là. Ce même entrepôt à Madagascar, si je l'assure, il me coûtera plus cher en assurance que si je l'installe à Pointe-Noire. Parce qu'on sait que la zone géographique Afrique centrale, donc Pointe-Noire, on n'a pas des problèmes de cyclones, de tornades, de tsunamis. Par contre, si vous faites des recherches le net, vous verrez que Madagascar, il y a quelques mois de cela, ils ont subi un cyclone qui a ravagé beaucoup d'habitations. Donc voilà les facteurs qui permettent de faire varier le coût d'une assurance. Merci Lehman. Est-ce qu'il y a une partie pour moi encore? Et OK. juste, Comment se déroule? ok. Comment se déroule une visite de risque? Bon, ici, il faut qu'on comprenne un peu. On a parlé de l'assurance, OK? On a montré les facteurs qui vont faire à ce que le prix de l'assurance que tu payes soit plus cher, plus élevé ou pas. Ça vous permet aussi, pendant les réunions avec la direction financière et aussi dans les dossiers financiers de votre entreprise, parce que vous pouvez être amené à gérer un dossier. Après, on vous demande, bon, allez chercher les prix d'assurance, allez faire ceci, faire cela, ben, vous devez quand même avoir des notions pour savoir mais sur quels critères je vais me baser pour challenger les compagnies d'assurance ou challenger les courtiers, donc les apporteurs d'affaires qui peuvent vous accompagner sur les choix. Parce que n'oubliez pas que comme lorsque vous êtes ignorant, vous avez du mal à challenger des partenaires ou des prestataires. Mais lorsque vous avez des notions, quand même, lorsqu'on vous présente quelque chose, vous saurez comment les challenger et, et avoir le meilleur coût. Maintenant, avant, on a parlé qu'il y a une activité que l'assureur fait pour l'évaluation des risques. Donc, c'est ce qu'on appelle la visite de risque. Donc, pour arriver ici, je vais rapidement lire. Dans un monde en perpétuelle évolution, les assureurs et réassureurs, je vous épargne un peu les détails d'explications de ces concepts-là. On va y revenir si vous voulez bien après. Donc, les assureurs doivent faire appel à des connaissances pluridisciplinaires, je l'ai dit tantôt, qui leur permet d'améliorer leur productivité en mettant dans leur... Donc ça, c'est une activité d'assurance. Donc ça, c'est eux les assureurs qui décident. Et dans cette optique d'avoir des meilleures affaires pour leur business, parce que l'assurance, c'est aussi un business. Donc eux, ils font quoi? Voilà, dans cette optique, c'est dans cette optique d'améliorer la qualité des affaires que eux, ils vont prendre pour gérer les affaires financières autant pour moi. Eux, ils vont mettre en place un service qu'on appelle prévention des risques. OK, donc c'est ça qui est devenu indispensable pour les assureurs africains afin de garantir une meilleure qualité de service sur le marché de l'assurance, là où la concurrence n'est plus à démontrer dans nos marchés africains et mondiaux de nos jours. La prévention des risques s'inscrit donc dans le but de l'amélioration continue de la chaîne de valeur du secteur des assurances en général et dans l'amélioration des portefeuilles de souscription. Donc, cette activité permet à l'assureur de prendre les meilleures affaires, de les mettre dans son portefeuille parce que ce sont les meilleures affaires qu'il va gérer courant d'une période donnée à la fin qui va lui générer un bénéfice. Donc, c'est la probabilité et c'est un échantillon de façon homogène. On choisit les clients, on les gère pendant l'année et on génère des bénéfices. Donc, il faut associer à cette gestion d'assurance la prévention des risques. Alors, en particulier, des affaires en filiale, bon, ça peut être des affaires dans un pays donné ou des affaires chez des réassureurs. Donc, Vinci, Sogea, ça tombe, tous les gros multinationaux français, ils ont des polices d'assurance, des contrats, on appelle ça, qu'ils discutent en France, en Europe et partout ailleurs. Et ils font imposer ces contrats dans les pays où ils sont représentants en Afrique. Donc, au Congo, par exemple, vous verrez que les contrats avec Total se discutent en France, les contrats avec la CORAF, la SNPC, c'est pas au Congo, ça se discute en Europe avec des grands réassureurs qui sont là-bas. Donc, voilà un peu. Dans cette présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans une optique de faire valoir les bienfaits de la prévention des risques chez les assureurs et les réassureurs, tant africains qu'internationaux. Donc, ici, c'est vraiment une symbiose intéressante avec LK Consulting parce que c'est des métiers qui se valent, hein, qui vont vraiment ensemble. Vous allez voir dans la suite que l'assurance, la prévention des risques ne peut pas s'en passer du côté QHSE. C'est pour cela
que, effectivement, vous avez un côté le cabinet consulting LK et à côté, vous avez un expert qui est expert salarié, mais qui apporte une notion d'assurance dans la notion de QHSE. Parce qu'avant, on pensait que QHSE, c'est juste pour gérer la sécurité. Non, il y a la notion d'assurance qui est imbriquée dans cette profession. Donc, nous allons débriefer un peu sur la visite de risque dans une entreprise dans la prochaine slide. OK. L'intérêt objectif, je vous l'épargne. On va aller rapidement à comment se préparer pour la visite de risque. Donc, ici, j'interpelle les managers que vous êtes. Ben, ne soyez pas surpris un jour, vous allez voir un monsieur d'assurance qui arrive chez vous. Il est comme s'il était un HSE et il est aussi en combinaison, il a un casque, il a tout ce qu'il faut. Ben, sachez que si vous avez suivi ce webinaire, vous saurez que si le monsieur s'y passe dans notre entreprise, donc soit il est un expert d'assurance, soit c'est un ingénieur. Il y a deux notions, hein, il y a deux appellations, expert d'assurance ou ingénieur préventionniste. Et vous, en tant que polytechnicien, vous êtes bien placé pour devenir demain matin ingénieur préventionniste, expert d'assurance. C'est possible. Tout dépend de comment vous voulez tracer votre avenir. Parce que les profils recherchés, même par des réassureurs, sont des profils polytechniques. Donc, pour faire cette activité qu'on appelle visite de risque, il y a une préparation préalable à faire. Et la première des choses, il faut prendre rendez-vous avec le client. Donc, vous voulez visiter un entrepôt, vous voulez visiter euh, euh, une usine, vous voulez visiter un bâtiment, ben voilà. Vous, en tant que responsable d'entreprise, vous prenez rendez-vous avec l'ingénieur qui fera la visite. Donc, vous vous convenez de la date du rendez-vous, des interlocuteurs qui seront prévus. Voilà, l'assuré, donc, c'est lui qui va prendre le contrat. Le courtier, ça peut être ici l'intermédiaire, le responsable sécurité. Vous voyez que pendant ces réunions, on n'écarte pas la sécurité. On n'écarte pas aussi le responsable électricité. On n'écarte pas aussi l'assistant RSE. Donc, ce sont des personnes impliquées dans une activité de visite de risque. Et généralement, il y a une étude préliminaire qui se fait. Donc, votre entreprise veut prendre une assurance, il contacte un assureur. L'assureur regarde votre dossier et il pense que, bon, par rapport à n'ayant peut-être pas la maîtrise de votre activité, surtout pour les activités sensibles qu'on a citées, industrie et construction, ben, il peut arriver que l'assureur délègue quelqu'un pour venir vous voir. Et lui, il a déjà avec lui votre activité, il sait où est-ce que vous vous trouvez, il regarde vos capitaux. Les capitaux font allusion à votre assiette de tout ce qui est bien, mobilier, bâtiment, combien ça représente en termes d'argent et quelles sont les garanties qu'on peut vous accorder pour vous couvrir en fait. Vous couvrez contre quoi? Vous couvrez contre les événements qui peuvent surgir courant de l'année. Ça peut être un vol, ça peut être un incendie, ça peut être un dommage électrique dans vos armoires, ça peut être euh, voilà, une inondation ou un dégât des eaux important, ainsi de suite. Donc voilà. Et au sortir de cette visite-là, tous les éléments sont avec eux pour permettre de faire un prix, de fixer un devis. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir le meilleur prix par rapport à votre site et votre activité. Mais cette activité ne peut pas se faire sans avoir les équipements de protection individuelle, surtout pour les sites industriels et les chantiers de construction. Parce que, vous convenez avec moi, ce sont des zones assez sensibles en matière de risque. Donc voilà, vous avez un peu à côté des images qu'on peut trouver, des éléments qu'il faut pour faire cette activité. Voilà, on va prendre juste le casque, les EPI, tout ce que vous connaissez. Voilà, c'est ce que l'ingénieur ou l'expert visite de risque s'équipe pour aller affronter le client et faire cette évaluation de risque. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Voilà, donc ça se déroule comment? C'est un entretien d'ouverture. Alors, il y a un côté managérial. Ce n'est pas vous arrivez, vous faites ce qu'il faut faire. Non, il y a d'abord un entretien avec les principaux responsables. Donc, si vous recevez un agent d'assurance un jour, ben, sachez que vous devez euh, avoir euh, un temps où vous devez vous asseoir, soit dans une salle de réunion, expliquer votre entreprise, ce que vous faites, vos activités, comment vous fonctionnez. Si c'est le QHSE qui reçoit, tu fais une induction HSE, tu présentes d'abord la sécurité, les points de rassemblement, ainsi de toutes les consignes qui vont avec. Ça permet de déjà permettre aux visiteurs de savoir où il faut aller, où il ne faut pas aller, comment se tenir dans le site. Donc, la direction générale peut être impliquée, le service technique, sécurité, le service production.
voilà, afin de présenter les objectifs de la mission. Qui présente, c'est celui qui vient visiter et recueillir les premières informations sur l'activité ou le site. Aussi, il y a la visite des installations. Donc, il y a deux aspects ici. Il peut arriver que ce soit une visite sans test et d'autres sont des visites avec test. Donc, accompagner l'ingénieur prévention accompagné du responsable électricité, par exemple, vont faire la visite des installations. OK. Et les tests ne se font pas par l'ingénieur qui visite, mais pas au cas de test, ce sont les responsables. Le responsable avec éventuellement les sous-traitants, parce qu'il y a dans chaque entreprise des sous-traitants dédiés pour chaque corps ou lot de métier. Voilà. Et si en interne, vous avez vos techniciens, en cas de test, pour vérifier que tout est en conformité, ben, vous le faites avec vos techniciens internes. Et à la fin de la visite de ce petit marathon, ou grand qu'il soit, peu importe la taille du site, il y a une réunion de clôture. On termine par une réunion de clôture, voilà, pour déjà faire un débriefing à chaud, échanger sur les points observés, se convenir des premières pistes d'amélioration. Cette activité, bien qu'elle soit pour l'assureur, mais elle permet aussi de challenger les entreprises auxquelles vous y êtes. Parce que vous-même, en recevant déjà, si vous avez eu des points vulnérables, en sortant de la réunion, vous aurez déjà le goût d'améliorer le risque. Et ça permet de vous challenger vous-même aussi en tant que responsable. Donc, c'est une activité qui a double sens, qui a double rôle. Voilà. Et donc, lui, l'ingénieur ou l'expert, il n'est pas là pour faire de la maintenance. Il ne vient pas pour tester, pour utiliser des vis, pour démonter vos installations. Non, il n'a pas cette responsabilité-là. Il vient pour regarder, mais en appui avec les équipes internes, il peut être demandé de faire les tests des équipements pour être sûr que voilà, toutes les mesures de prévention et de protection fonctionnent. On peut avancer. Alors, donc, cette partie, je la laisse à mon très cher qui va vous Ok, la présenter. merci beaucoup, Destin. C'est très, très passionnant de t'écouter. Alors, comment le QHSE contribue justement à la réduction des risques? Alors, le QHSE, comme vous l'entendez, QHSE pour qualité, hygiène, sécurité, environnement, euh, va jouer un rôle important quand même dans la gestion des risques, notamment dans le volet qualité. Dans le volet, vous convenez avec moi que le volet qualité, euh, euh, on le retrouve dans tous les aspects, en fait, dans tous les aspects, dans tous les pans du développement de l'entreprise, dans tous les aspects justement de l'entreprise. Il y a le volet hygiène, il y a le volet santé, sécurité au travail et il y a le volet environnemental. Dans tout cela, il faut faire une évaluation des risques. Voilà. Alors, déjà, dans le volet, dans les fondamentaux du management QHSE, euh, dans la planification, si vous voulez, même avant la planification, il y a ce que l'on appelle le diagnostic. C'est une dimension importante des missions du manager QHSE. La première des choses, il faut diagnostiquer les risques. Et donc, cela commence par l'identification des dangers. Voilà, le danger, c'est ce qui est susceptible de nuire ou d'endommager, d'altérer la santé, justement, du collaborateur, de l'employé, donc des salariés au sein de la société. Alors, Destin, tout à l'heure, dans sa présentation, a parlé d'une notion très importante, le risque. Et le risque, en fait, c'est une probabilité qu'un effet dommageable se produise. Et quand on parle du risque, on voit la combinaison de deux éléments, le danger et l'exposition justement à ce danger. Voilà pourquoi on procède d'abord par l'identification des risques, procéder donc par l'évaluation des risques, et c'est une démarche euh, logique, purement rationnel, il y a des calculs à faire. Vous, vous essayez un peu de faire un découpage par unité de travail. Donc, vous avez l'organigramme, par exemple, de la société. Vous allez choisir un découpage, par exemple, par métier, suivant les corps de métier. Et pour chaque corps de métier, vous allez analyser quels sont les risques professionnels. Là, je parle là des risques santé, sécurité au travail. La même chose, on peut la faire pour la qualité.
on peut faire un diagnostic réglementaire. Quelle est la réglementation qui s'applique à l'activité de votre entreprise? On peut faire pareil pour l'environnement en faisant ressortir les aspects environnementaux spécifiques. On peut faire pareil pour la qualité en s'appuyant par exemple sur l'outil AMDEC, à l'analyse de modes de défaillance et leurs effets sur la criticité. Vous voyez, donc, à chaque, à chaque point, on peut faire un diagnostic pour faire ressortir les potentiels risques. Et lorsqu'on a fait une évaluation des risques, vous voyez, par exemple, pour revenir sur la question, sur le cas de la santé et sécurité au travail, lorsque vous avez donc défini euh, l'unité de travail, vous avez défini la situation à risque, les dangers, quelles sont les causes susceptibles d'emmener à ces dangers-là, quelles sont les conséquences si jamais euh, le, le- le- voilà, l'OQT arrivait, et donc faire un petit calcul de la gravité, la probabilité ou la fréquence, et puis après pour déterminer la criticité. Une fois que vous avez ça, quelles sont les méthodes, quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre? Les moyens de prévention ou les moyens de réduction en vue de soit supprimer le risque ou soit minimiser, mitiger le risque. Donc tout ça là, ça rentre dans le cadre justement de l'évaluation des risques. Alors les outils QHSE les plus efficaces, bien évidemment, il y a l'analyse des risques. Il y a aussi le document unique. Le document unique, c'est le document qui fait l'inventaire des risques professionnels sur le poste de travail. Il faut aussi faire régulièrement des inspections sécurité. L'inspection sécurité du chantier, si c'est le cas, par exemple, de la construction, l'inspection sécurité en offshore, en onshore, voilà, des sites, etc. Il faut réaliser à certaines périodes, donc de façon périodique, justement, des audits internes. Il faut mener des enquêtes sur des enquêtes incidents, mettre en place des plans d'urgence. Pour la petite histoire, LK Consulting, il y a quelques semaines, avait été contacté par une société meunière, si vous voulez, une minoterie, une société meunière de la place, dans le but d'élaborer un plan d'opération interne. Le plan d'opération interne, c'est un plan, voilà, qui vise à mettre en place, qui vise à répondre à un besoin de prévention en matière de risque. Vous définissez les scénarios susceptibles d'arriver, hein, des scénarios incendie, des scénarios sous des accidents, de circulation interne, hein, etc. Vous apportez à côté des réponses, des mesures préventives. Vous définissez, entre autres, une équipe de gestion interne, voilà, avec des responsabilités précises. Vous avez identifié les contacts des personnes ressources, notamment les SST pour apporter les gestes de premier secours, les équipés de première intervention dans la lutte incendie. Vous avez les secours externes, vous avez l'ambulance, les ambulances à appeler en cas de situation. Il y a les ambulances, enfin, je sais pas, l'ambulance. Il y a l'incendie aussi, notamment vous pouvez faire appel à, euh, enfin, vous appelez le 118 par exemple, ou encore à certaines sociétés de la place qui sont spécialisées justement dans la lutte incendie. Donc, dans l'éventualité où vous ne parvenez pas à maîtriser un départ de feu, le feu se propage, il y a des numéros, il y a des sociétés de la place qui peuvent rapidement intervenir avec des gros moyens pour maîtriser l'incendie. Donc là, je parlais là j'ai pris cet exemple dans le cadre des plans d'urgence. Là-dedans, dans le POI, plan d'opération interne, il y a des plans d'évacuation à mettre en place si ce n'est pas encore le cas. Il y a des exercices qu'il faut prévoir, des exercices de sécurité qu'il faut réaliser à une fréquence au moins annuelle. Il va falloir réaliser régulièrement des simulations et autres, tout ça, voilà, rentre dans ce cadre-là. Les bénéfices pour l'entreprise, eh bien, il y a la réduction des accidents. Voyez, lorsqu'on maîtrise, lorsqu'on a fait une évaluation des risques, lorsqu'on a mis en place les mesures préventives, il y a des réductions,
Comme retombée, il y a la réduction des accidents, réduction des arrêts de travail. Donc, ça augmente donc la performance. Le salarié qui n'est pas en arrêt de travail pour cause de maladie ou pour cause d'accident de travail est certainement en train de travailler. Vous voyez, donc, augmentation du profit de l'entreprise, moins d'absentéisme, réduction des pertes matérielles. Donc, le matériel de l'entreprise est, voilà, est préservé. Amélioration aussi de l'image de marque de l'entreprise. Voilà. Vous voyez, donc, on vous parle de pourquoi est-ce qu'il faut souscrire euh, à, au- à un assureur dans la gestion des risques. Et concomitamment, il y a le volet HSE aussi. Il faut mettre un accent là-dessus, hein, le volet QHSE, voilà, dans le but de minimiser, de réduire les coûts de l'assureur. Destin, à toi. Alors, les actions concrètes qui rassurent les assureurs. OK. Donc ici, on a ce que recherche un assureur, les éléments qui améliorent la qualité du risque. Donc déjà, l'assurance n'est pas une source d'enrichissement sans cause. C'est-à-dire qu'on ne paye pas l'assurance pour avoir quelque chose d'autre en retour. C'est-à-dire que c'est pas ça le but. L'assurance, à la base, c'est un service de protection financière. Donc l'assurance est là pour développer l'économie. L'assurance est là pour encourager l'investissement. Parce qu'on est très réticent, parce qu'on ne sait pas si on mise de l'argent, si le pire arrive, qui rembourse, comment on se fait rembourser. Et comme je l'ai dit au début, toutes les sociétés qui se sont développées ont bâti des mécanismes d'assurance assez solides qui permet à ce que, ben voilà, des décideurs sont capables de mettre du milliard en jeu pour des grands projets parce qu'ils savent que, ben voilà, il y a cette mutualité qui permet que si moi je suis en difficulté, ben les primes des uns des autres vont me couvrir et permettre d'avancer. Donc, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'ordre. Vous savez, dans chaque environnement où règne le désordre, il est très difficile que les choses puissent avancer. Donc, sans ordre, ben voilà, les finances ne tiendront jamais pour couvrir les dommages que certains peuvent subir. Pour la petite histoire, l'assurance est partie du service maritime lorsque les, les, les- les grands importateurs commençaient à naviguer entre l'Occident et les différents espaces du monde. Ben voilà, ils étaient face à des événements naturels qui faisaient perdre des marchandises, qui faisaient perdre des navires. Et alors, ce groupement de personnes se sont rassemblés en communauté sous forme de mutualité, comme on fait souvent dans nos coutumes bantoues, ce qu'on appelle les ristournes, les tontines. Et c'est de là-bas qu'ils ont commencé à se supporter les uns des autres. Bon, nous, on va te permettre à ce que tu pars avec ta marchandise. Ben, si un événement arrive, ben voilà, si on est 10, ben on cotise pour celui qui va subir le dommage. On couvre les dommages, au moins pour minimiser que tu n'aies pas misé 100 et que tu te retrouves avec zéro. Le but, c'est que tu aies misé 100, ben à la fin, que tu te retrouves au moins avec 50. Parce qu'il vaut mieux perdre un peu que de tout perdre. Parce que après, il y a les statistiques ont démontré aussi que euh, 70% des PME et des PMI qui ont des sinistres après 3 ans d'existence, des gros sinistres, hein. C'est-à-dire que tu es une entreprise, tu as lancé ton entreprise qui fait soit une ferme agricole, bon, tu n'as pas d'assurance, ou bien tu es une unité de production des jus de fruits, tu as fait venir tes machines de Chine, tu as installé les bâtiments et tout, tu es tranquille, et pour une malveillance, un stagiaire est passé, il a oublié de fermer une vanne, et vous êtes tous sortis le soir, et explosion accompagnée d'un incendie, l'incendie a tout pété parce que les mesures de sécurité et prévention n'étaient pas mises en place, parce que la culture risque n'est pas dans cette entreprise et la direction générale n'accorde aucun intérêt pour investir dans la sécurité ni des biens des personnes. Et voilà, tu te retrouves le matin avec une entreprise tout à terre parce que l'incendie, il ravage tout. Tu perds tout et tu as zéro. Donc les PME et les très petites entreprises qui subissent un incendie, un sinistre, un événement majeur après 3 ans de fonctionnement, 70% ne se reconstruisent pas. C'est-à-dire qu'ils ferment totalement et ils n'existent plus. Donc voilà, c'est pour cela qu'il est encouragé à un entrepreneur, à un responsable de toujours avoir cette notion d'assurance. Donc les actions concrètes, pour parler des actions concrètes qui rassurent l'assureur, nous avons ici quelques éléments très percutants, mais vraiment indispensables qu'un assureur a besoin de voir lorsqu'il visite, que ce soit un bâtiment, que ce soit un bâtiment, et je fais allusion pas à notre habitation, hein, pas à l'habitation
qu'on a de façon modeste. Je pense à des immeubles de grande hauteur, ce qu'on appelle, nous, en expertise, des IGH. Ou comme on prend l'exemple de, pour ceux qui sont à Point-Nord, vous voyez la tour SNPC, c'est presque une soixantaine de mètres. Donc, vous imaginez l'investissement qui a été fait pour bâtir cette tour-là. Donc, si on doit l'assurer, si des multinationales doivent l'assurer et que on se rend compte que côté sécurité, bah, ils n'ont rien, ça fait peur de prendre ces primes et de les garder parce qu'on est sûr et certain que en cas d'événement dommageable, il n'y a pas un minimum de conditions de sécurité requis pour au moins limiter les dégâts. Donc, ce qui rassure un assureur, lorsqu'il visite une industrie, lorsqu'il visite un centre commercial, je veux prendre aujourd'hui, on a ce point noir ici, on a la galerie, la K-Galerie des Indiens, on a Moka, on a NF Galerie. Vous voyez, c'est des centres de fois qui n'ont pas d'assurance parce qu'il n'y a rien qui rassure les rassureurs. Parce qu'ils se disent, mais l'assurance aussi est très tentant. Des fois, c'est quand on souscrit une assurance que le dommage arrive. Des fois, lorsqu'on n'a pas d'assurance, il n'y a rien. Et l'assureur, pour être sûr que je m'engage sous des capitaux importants, ben, il a besoin que l'entrepreneur, l'industriel, le chef d'entreprise puisse avoir ces minimums d'équipements, hein, qui vont permettre d'assurer ce rôle de protecteur ou de préventeur face aux événements majeurs qui peuvent survenir. Donc, nous avons par exemple ici, vous avez euh, des bonbonnes d'installation d'extincteurs automatiques à gaz. Vous avez ceux-là, ils ont un rôle de protection, hein. On peut les observer dans les salles serveurs. Souvent, c'est de l'FM 200. C'est un gaz inhibiteur. Donc, lorsqu'il y a départ de feu dans votre local serveur, parce que pour les entreprises informatiques, vous avez des locales serveurs. Et le soir, par exemple, là, il est 21h, tout le monde est parti. Pour X ou Y raison, une souris est passée ou des câbles ont chauffé, puisque nous, on ne fait pas souvent des contrôles par thermographie infrarouge dans les entreprises dans l'année parce qu'on n'a pas budgétisé ça et qu'il n'y a pas d'HSE aussi, qui n'a pas de plan, comme l'a parlé mon confrère Lemal, qui n'a pas de plan de maintenance ou qui n'a pas de plan de vérification de tous ces systèmes-là. Bon, pour X ou Y raison, il y a un départ de feu dans les serveurs. Ces équipements-là, ces bonbons-là vont permettre, attachés à des détecteurs automatiques de fumée, ils vont, dès qu'il y a un départ de feu, se déclencher, ouvrir ce qu'on appelle des sprinklers ou des déluges. Mais là, c'est du gaz inhibiteur qui va sortir, au moins pour réduire le risque d'un départ de feu qui peut s'agrandir dans un local dédié serveur informatique et consumer tout le bâtiment. Parce qu'il vaut mieux perdre un peu que tout perdre. Donc ça, quand un assureur voit ça dans une entreprise, dans un gros bâtiment, un immeuble de grande hauteur, un centre commercial qui reçoit du public, qu'on appelle des ERP, ben, quand il voit ça, il est rassuré déjà pour la qualité du risque qu'il veut souscrire. Et déjà pour les primes, ça commence déjà à jouer favorablement par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Donc aussi, vous avez à côté les extincteurs portatifs et mobiles, adaptés, les mal su expliquer, hein, chaque extincteur est utilisé en fonction du besoin. Donc, lorsque les HSE travaillent, il ne faut pas placer pour placer. Ils savent par rapport aux équipements que vous avez, par rapport à l'analyse de risque qu'ils ont fait, quel type d'extincteur placer à quel endroit, à quelle distance, pour quel besoin. Tout ça est étudié et même les distances sont calculées pour permettre à un opérateur d'intervenir. Ça, c'est le travail au moins que le QHSE fait. Et également, il y a un travail d'installation après de prévention et de contrôle, de vérification, tout ce qui va avec. L'assureur, quand il voit ça, il les se met plus en côté avis, excusez-moi, en côté avis favorable que avis non favorable. Donc, ça a un impact, ça a une incidence sur la prime, donc le coût de l'assurance que tu vas payer. Donc, vous avez les extincteurs portatifs, vous avez un plan d'évacuation juste mis pour illustrer, vous avez à côté dessus du plan, vous avez le robinet d'incendie armé qui est un RIA qui permet que si c'est connecté à une centrale de traitement d'eau, ben voilà, quand il y a départ de feu, si on a du mal à attaquer un feu qui est à 10 mètres, on peut, au travers de la lance et du dévidoir, bien attaquer le feu. Vous avez les alarmes incendie, vous avez l'alarme sonore et les pictogrammes qui sont là. Déjà, de prime abord, quand vous les voyez en entreprise, ces choses ne servent pas pour la beauté. Il y a tout un intérêt pour l'assureur, il y a toute une interprétation pour l'assureur. Déjà, on voit ceci, on donne une idée à la direction générale de l'entreprise.
Il y a une appréciation au simple vu de ces choses. Après, derrière, l'appréciation peut être justifiée par des documents que Lehman a cités tout à l'heure. Donc voilà ce qui rassure. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Nous avons ici des images, des cas pratiques, entreprises avant et après maîtrise des risques. Donc, vous voyez déjà, regardez l'entrepôt à côté, voilà comment sont entreposés les cartons. Ça peut être toi, tu t'es construit, j'ai vu des entrepôts ici en ville, au centre-ville. Ben voilà, il y a des entrepôts qui sont là, qui mettent tout en vrac. Et voilà, si vous avez une mémoire, il y a eu un départ de feu de Force-Pack dans le quartier Wharf vers Pita. Et ce qui était stocké à l'intérieur, le contenu, il y a encore eu un autre incendie, ça c'est en face de la banque de sang. La banque de sang, ici à Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent un peu la ville. En face de la banque de sang, il y a eu un départ de feu, un incendie dans ces entrepôts. Donc les employeurs, l'entrepreneur ou l'industriel, de fois, ils négligent la sécurité. Donc voilà un peu un entrepôt de ce genre où tu mets tout en vrac sans connaître le type de produit, la qualité de produit, le mode de stockage, tout ça, tu négliges. Quand tu veux assurer, pour l'assureur, il est réticent. Et du coup, si on doit t'assurer, on met des réserves, mais au contraire, ta prime d'assurance sera plus chère. Et tu diras que bon, l'assureur X, il est plus cher. Pourquoi? Parce que les mesures ne sont pas acquises. Les modes de stockage, d'entreposage ne sont pas adéquats. D'où il faut se faire accompagner par un cabinet consulting pour t'aider à organiser des entrepôts, à t'organiser tes espaces, à avoir de l'ergonomie, à avoir vraiment des aires de stockage bien rangées pour permettre, faciliter les interventions. Donc, vous avez aussi à côté les plans d'intervention. Beaucoup d'entreprises, et ça encore, c'est un sujet, on a discuté avec les man, sachant que le Congo, les textes sont là, mais ils ne sont pas encore mis en pratique. On a beaucoup d'entreprises qui négligent la sécurité. Chaque entreprise devra avoir un plan d'intervention et l'État doit accompagner ces entreprises-là à faire des contrôles. Une entreprise qui ne dispose pas d'un plan d'évacuation, d'un plan d'intervention, surtout pour les activités industrielles et sensibles. Donc, le plan d'intervention, il est important de connaître où on se situe, quelles sont les zones vulnérables, quelles sont les zones dangereuses, où il ne faut pas aller. Tout ça, c'est important. Et l'assureur, quand il voit ça, il comprend qu'il y a la culture du risque. Donc, il est plus attiré à souscrire cette entreprise, à lui confier une assurance pour le protéger davantage, pour lui permettre de travailler encore de façon plus sécurisée que d'être réticent. Donc, tout ça, ça rentre dans des, 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 des étapes qui permettent de renforcer l'image de l'entreprise, comme l'a dit Lema. Donc, examiner les procédures de prévention, la formation du personnel. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas de procédure de prévention. Donc, on ne sait pas quand ça arrive, qui fait quoi ou quand, comment, on ne comprend rien du tout. Donc, en matière de risque, c'est très, très, très vulnérable. Et là, c'est un travail vraiment, il faut vulgariser, il faut décomplexer la notion d'assurance liée à la sécurité parce que beaucoup ne comprennent pas encore les enjeux derrière. Et si on a l'appui des ministères de tutelle qui peuvent rendre obligatoire, selon les décrets ou les arrêtés ministériels, ça permettra à ce que le secteur industriel puisse connaître une transformation, mais dans le bon sens. Donc, il faut des formations, des gens qui sont en train de travailler dans des endroits sensibles, ne sont pas formés. J'ai fait une visite récemment, je tais le nom, d'un R plus 5, mais je vous assure, la façon que les Congolais sont en train de travailler, de monter jusqu'au cinquième, sans équipement de sécurité, de travailler en hauteur, sans harnais, et c'est totalement inadmissible. Inadmissible. Tout ça parce que c'est des notions que nous avons mis au second plan pour nous concentrer vers autre chose. Donc, il faut une culture sécurité, voilà, pour permettre à ce que toutes les parties prenantes comprennent que l'humain est au centre de tout, mais aussi les investissements que nous faisons, ce n'est pas pour qu'il y ait des incidents, c'est pour pérenniser et pour aller de l'avant. Voilà. Donc, il faut, en plus de ça, des consignes de sécurité. Voilà. Il faut des pictogrammes pour interdire. Dans les zones industrielles, voilà, on a les zones à texte comme ça. Et il y a une histoire que j'ai appris au travers des autres, qu'il y a des gens, ils sont arrivés sur un site pétrolier. Et bien, voilà, ne sachant pas que la zone auquel ils étaient, c'est une zone à texte, l'un des collègues s'est mis à prendre des photos. Donc, il a sorti son téléphone pour prendre la photo. Et du coup, exposé à une zone d'atmosphère explosive, ben, le monsieur s'est retrouvé enflammé. Donc tout ça, parce qu'il n'y a pas eu induction HSE, il n'y a pas eu culture du risque, on embauche n'importe qui pour faire n'importe quoi, et ça détruit et l'humain et le matériel, chose qui ne devrait pas se faire. Après, on a à côté des opérations de maintenance. Là, nous avons peut-être un logiciel de GMAO. Nous avons à côté peut-être des contrôles par des inspecteurs
Bureau Veritas, je ne sais pas quoi, pour vérifier si les câbles chauffent. Un électricien doit recommander un appareil thermique dans son entreprise parce qu'il faut que tu sois capable d'interpréter les données des câbles, savoir que si les câbles sont en train de chauffer, voilà ce que je peux faire. Et ça, quand tu assures, n'hésite pas à donner ce document-là à l'assureur. Ça permet de montrer à quel niveau tu tiens tes installations dans les bonnes conditions. Et ça a un impact sur le coût de l'assurance. Donc, tu peux apporter une valeur ajoutée lors de la signature des contrats. Grâce à toi, une prime qui devait être payée à 100 peut être payé à 80. Et c'est un apport parce que l'employeur se rend utile au travers d'un collaborateur qui a la capacité d'apporter des idées qui permettent d'optimiser le coût de l'entreprise. Donc, il y a une interaction dans ce sens. Alors, je reprends la main. Voilà. Alors, un moment. Oups. Alors, désolé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, 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 je suis en train de Voilà. voir. OK. Alors, il y a aussi une petite notion quand même importante qu'il faut insérer, en plus de ce qui a été dit par Destin et moi. Il y a ce que l'on appelle l'ESG. Euh, L'ESG, si vous voulez. Actuellement, on parle de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est un domaine assez vaste qui aborde plusieurs thématiques, et thématiques, par exemple, de droits humains, les thématiques sur la santé et sécurité au travail, les thématiques sur la protection environnementale, les thématiques sur les questions des consommateurs, les thématiques sur le développement des communautés locales, etc. Et la RSE, c'est très, très vaste. Dans le domaine de l'assurance, il y a trois points importants qu'on va faire ressortir. Au lieu de parler de RSE, on va plutôt faire ressortir la notion de ESG. ESG, c'est beaucoup plus une notion très importante pour les financiers, notamment les banques, notamment pour les assurances en l'occurrence. Donc, eux, ils vont beaucoup mettre en avant le volet ESG. Et ESG, c'est en fait la RSE, mais focus sur trois domaines, le domaine environnemental, le domaine social et le domaine de gouvernance. Donc, l'assurabilité des entreprises dépend de plus en plus de leur performance en matière d'ESG et de durabilité. Donc, les assureurs intègrent des critères extra-financiers pour évaluer les risques. Donc, ça c'est l'actualité. Hein, je pense que Destin pourra nous en dire davantage aussi. Autant les banques aujourd'hui ont intégré la notion des risques, y compris de durabilité, focus, environnement social et gouvernance. Vous voulez recevoir un prêt de la banque, on regarde en tant que société, on regarde vos indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. En tant qu'établissement d'assurance, voilà, vous voulez souscrire à une assurance, on regarde aussi au niveau de celui qui vient souscrire à l'assurance, ces éléments-là sont très importants. Ce sont des éléments on va dire quoi, hein, ce sont des indicateurs importants de prise de décision. Donc, les liens entre ESG et assurance. Donc, il y a l'évaluation des risques, une mauvaise gestion des risques, encore une fois. Les risques climatiques ou sociaux augmentent la sinistralité potentielle. Une politique de souscription. Les assureurs refusent ou réduisent la couverture des activités jugées non durables. Ça, c'est très, très en vogue actuellement et nous sommes en train de plus en plus de rentrer dans cela. Euh, les franchises et primes, les entreprises vertueuses obtiennent de meilleures conditions tarifaires. C'est ce que c'était vertueux de nous expliquer l'expert Destin. Voyez? Donc, l'impact aussi sur la stratégie de l'entreprise. Donc, résilience accrue,
Anticiper les critères ESG permet de réduire les risques d'interruption d'activité, donc l'activité reste pérenne. Transparence exigée, les rapports de durabilité doivent être audités pour prouver la réalité des engagements. Vous voyez, donc c'est pas seulement la réalité des grands groupes. Même aujourd'hui, ça je vous le dis déjà, peut-être que il y a des décideurs qui sont dubitatifs, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer, les business qui vont résister demain, les business qui seront peu pérennes demain, ce sont des business qui auront intégré les questions RSE, les questions ESG dans leur business plan. Vous voyez, donc, l'accès au marché donc, sera conditionné par tout ça. Donc, une entreprise non assurable ou mal notée en termes d'indicateurs ESG perd sa compétitivité globale. Voilà, donc c'est une contre-performance. Nous sommes sur le point de terminer notre présentation. Il y a aussi ce volet qui est très, très important, les 10 recommandations prioritaires pour réduire les risques de son entreprise. Vous voyez donc, alors, il faut réaliser une évaluation des risques, c'est très important, nous l'avions vu en amont ou dès l'entame. Il faut former le personnel, il faut former son personnel. Diverses formations, parmi lesquelles formation de qualité aussi, formation euh, dans les thématiques HSE, les formations modulaires. En passant, LK Consulting fait des formations en équipé de première intervention, en, en secourisme, hein, les formations sur le levage, habilitation électrique, les formations en management des normes ISO, parmi lesquelles l'ISO 45001, le système de management de la santé et sécurité au travail, l'ISO 14001, etc., etc. Troisième point, entretenir les équipements. C'est très important. Ça a été aussi abordé par Rostin. C'est important de procéder par une vérification annuelle de vos installations électriques. Voilà, de faire une maintenance de vos extincteurs une fois chaque 6 mois. D'autres sociétés, selon leur policy, ils vont jusqu'à une année. Chaque une année, il y a un contrôle des extincteurs et autres équipements de lutte incendie qui est fait. Vous voyez, en tant que HSE, il y a ce qu'on appelle la gestion du matériel. Donc, selon l'activité de votre entreprise, vous devez contrôler régulièrement le matériel qui sera utilisé par vos collaborateurs. Il y a des checklists à mettre en place, des checklists périodiques. Il faut contrôler les véhicules, il faut contrôler les magnétos, les engins de levage, etc., etc. 4, contrôler les installations électriques, ça a été dit. 5, mettre à jour les plans d'urgence. Euh, il y a le plan d'intervention, ça a été dit par Destin. Il y a des plans d'opération interne, il y a des plans de continuité, il y a des procédures, entre autres aussi, à mettre en place, des procédures de gestion d'urgence, etc., etc. 6, réaliser des inspections régulières. Là aussi, c'est important. Les QHSE peuvent le faire. 7, assurer le suivi des actions correctives. Donc, mettre en place un plan d'action où on a identifié les non-conformités, les anomalies, les irrégularités, à corriger régulièrement. 8, renforcer la culture sécurité de l'entreprise. Ça passe par des sensibilisations, ça passe par des formations, ça passe par la mise en place d'un système cohérent, bien structuré. 9, mettre en place des indicateurs QHSE, des indicateurs de performance. C'est ça, ce sont ces clés-là qui nous permettent de voir si nous sommes en train d'avancer ou bien nous sommes en train de regresser. 10, réaliser périodiquement des audits et des visites de risque. Un audit très important, savoir par rapport à ce qu'on a mis en place pendant une certaine durée, il faut pouvoir évaluer, pour voir si nous sommes en train d'avancer ou pas, quels sont qu'est-ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous avons pu atteindre, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a mises en place. Mais quels sont aussi les points où on n'a pas performé? Il faut les connaître et voilà, mettre en place un plan d'action en vue de résorber tout cela.
Alors, voilà, on a pris beaucoup de temps, plus de temps que prévu. Désolé. Nous allons donc donner la parole à celles et ceux qui voudront poser des questions ou tout simplement intervenir aussi en enrichissant cet échange. Ça va prendre entre 5 à 10 minutes. Et puis après cela, ça dépendra justement de vous, chers panélistes. Et après, nous allons pouvoir conclure. Donc, en attendant, je vais d'abord arrêter le partage et puis après, je mettrai à nouveau le partage lorsqu'il faudra conclure. La parole est à celui ou celle qui veut la prendre. Merci. Pas de questions, tout est Je pense clair. qu'il y a eu des questions sur la partie chat, si tu peux regarder. OK. Alors, Eric qui a... tu peux regarder, hein, répondre comme je suis en train d'administrer en même temps. Bon, je vais lire la question, hein. La question d'Eric, c'est, je pense que tu l'as répondu dans tes propos, mais on peut y revenir rapidement, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. La question, c'est quelles sont les méthodologies d'évaluation des risques que vous utilisez? Première question. Comment faire, comment faites pour faire une évaluation à l'échelle de l'entreprise? Deuxième, et est-ce que vous intégrez aussi le risque pays? Donc, il y a trois questions ici. OK. Je pense que l'intégration du risque pays, ça, c'est à toi de répondre tout à l'heure. Moi, c'est toute la méthodologie. La Ok, méthodologie, en vas-y. termes de santé, sécurité au travail, euh, il y a plusieurs méthodologies qui sont utilisées. Il y a plusieurs méthodes, mais avec la même base, le même fondement. Le fondement, c'est le risque. Le risque, on sait que c'est deux choses. C'est le danger et l'exposition au danger. Quand on sait ça, il faut donc calculer la criticité. Dans la criticité, justement, nous avons la gravité, un élément important. Il faut estimer la gravité. Et aussi, il faut définir la fréquence d'exposition par rapport à un risque. Une fois que vous avez établi les deux points, il y a un calcul de sorte à multiplier la gravité par la criticité, pardon, la gravité par la fréquence, ça vous donne la criticité, qui est en fait un point qui vous permet d'évaluer la probabilité du risque. Ça, c'est le point, c'est le socle dans le calcul. Sinon, les, les- pour ce qui est des tableaux qui vont être utilisés, pourvu que ça soit logique, pourvu que ça soit cohérent, pourvu que ça soit facile à comprendre, chacun est libre de mettre en place la méthodologie qu'il souhaite. Dans le diagnostic qualité, il y a un des outils qui est souvent utilisé, l'AMDEC, je l'ai évoqué, l'analyse des modes de défaillance et leurs effets sur la criticité, je l'ai évoqué. Dans l'analyse des risques environnementaux, il y a aussi l'évaluation des aspects environnementaux pertinents. Et ça, c'est pratiquement la même démarche que l'évaluation santé-sécurité au travail. Et puis, il y a l'évaluation réglementaire. Là, ça passe par une veille réglementaire. Quand vous faites la veille réglementaire, donc par rapport aux activités de votre entreprise, vous voyez quelle est la réglementation qui s'applique à l'activité de votre entreprise. Et si vous n'avez pas encore mis en place des mesures pour pouvoir satisfaire à la réglementation locale, via l'outil qui est la veille réglementaire, via ce diagnostic-là, vous allez pouvoir voilà, compléter l'arsenal, enfin, compléter ce qui vous manquait, tout simplement. Donc voilà là, grosso modo, ce que je peux dire concernant le volet QHSE. Pardon, si vous permettez, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous Très m'entendez bien, ou pas? 5 sur 5. Oui, En oui, fait, oui, oui, je oui. voulais juste illustrer, parce que j'ai vu les exemples que vous avez donnés, vous regardez si les gens portent les combinaisons, s'il y a un système d'intervention. Vous pouvez arriver dans une entreprise, disons une PME industrielle, tout est Mhm. propre, tout est nickel, tout ce qui est sécurité est porté, mais mon risque est sur mon process en fait. Peut-être que vous ne connaissez pas.
Peut-être que je ne suis pas disons une entreprise chimique, peut-être que je ne suis pas les procédures, les états de l'art de l'industrie. Et donc, si vous regardez le côté extérieur, le câblage électrique, tout peut paraître propre. Mais dans mon système, dans mes aspects industriels, si vous ne suivez pas mes procédures, mon système de management HSE et compagnie, vous pouvez passer à côté des risques industriels. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous avez une approche systémique, en fait, pour couvrir pour évaluer les polices d'assurance, en combinant à la fois la sécurité et puis, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Le risque pays déjà dans l'étude des marchés, hein, dans l'étude de marché sont les politiques stratégiques des compagnies d'assurance dans les pays où ils se trouvent. Ils font cette étude parce qu'il y a l'analyse SWOT que les entreprises, les compagnies d'assurance doivent intégrer dans les zones ou les pays auxquels ils se trouvent. Donc, on regarde tous ces aspects-là, surtout les facteurs politiques, économiques, les facteurs sociaux et tout ça, institutionnels des pays. Donc, il y a des études qui se font au préalable et lorsqu'on détecte il y a un risque potentiel pour une catégorie de clients par rapport à l'environnement où ils se trouvent, ben forcément, ça fait naître déjà un marché pour les compagnies d'assurance. Parce que c'est là où il y a risque que l'assureur va venir. S'il n'y a pas risque, ben, il va pas vendre. Donc, effectivement, il y a des études qui se font dans ce sens-là pour favoriser ces entreprises-là déjà pour que voilà, une garantie sera mise en place par rapport au risque pays. Et voilà, on lui propose voilà, ce qu'on propose parce que voilà, tu es exposé. On connaît l'Afrique, des fois, il y a des guerres civiles, des fois, il y a des problèmes liés aux crises économiques et ainsi de suite. Et donc, on fait des études dans ce sens pour permettre aux clients de souscrire et de se protéger, surtout pour les multinationales étrangères. Donc, ils sont vraiment encouragés à prendre cette partie de risque. Effectivement, tu as raison, hein. Merci, Eric, pour la contribution. C'est un élément aussi très important parce que beaucoup ignorent cet aspect-là de risque pays. Ils se disent, ben moi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les éléments de prévention, j'ai des process qui sont maîtrisés, mais ils oublient l'environnement auquel il se fait du business. Et là, c'est quelque chose quand même de non négligeable. De non négligeable. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Ça, je pense, c'est Baptissa qui l'a posée. Je l'ai déjà répondu, mais je veux quand même lire pour le bien de tous. Euh, Est-ce que le coût de l'assurance d'une entreprise peut être revu à la baisse en fonction de ses données sécurité? Oui, effectivement. Donc, il y a un premier travail pour l'assureur, c'est d'envoyer un ingénieur ou un préventeur qui vérifie d'abord les aspects prévention, les aspects protection, les procédures mises en place, les rapports de maintenance, les contrôles par les inspecteurs et les organismes agréés. Et si tout cela est justifié, c'est déjà bien. Il y a un autre côté tarifaire, c'est-à-dire tu déclares ce que tu as en machine, en matériel d'exploitation, en mobilier et équipement de bureau, en bâtiment. Donc, tu as tes capitaux que tu déclares. Sur cette base-là, qu'on constitue ton assiette de prime, c'est-à-dire combien tu vas payer en fonction de tes capitaux. Et on a une valeur brute financière qu'on estime en fonction des traités. Il y a des traités par rapport à l'activité que tu exerces. Il y a des traités qui sont déjà mis en place parce que c'est une profession qui est régie dans notre zone euh, Afrique subsaharienne, Afrique francophone. On a cette grande institution qu'on appelle la CIMA, donc la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Il y a des traités qui ont été mis en place pour harmoniser, un peu comme l'OADA, le business. Donc, il y a des traités qui te disent telle activité, voilà le traité pour cette activité pour obtenir un prix. Maintenant, est-ce que pour son activité, par rapport à son risque, par rapport au niveau d'exposition, est-ce qu'il respecte telle réglementation? Est-ce qu'il respecte telle mesure? Lorsqu'il respecte, il y a un rabais à côté. Donc, il y a une diminution sur le prix brut, on va dire. Donc, on peut dire, s'il y a ceci, mesures prévention et protection, OK, on diminue la prime qui était brute à 100. On va diminuer peut-être de 5% ou de 1%. OK. Tel aspect, c'est présent, on diminue de 1%, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te retrouves avec une prime revue à la baisse, peut-être de 100 au départ à 50.
Et de ce prix-là, on ajoute les accessoires, on ajoute les TVA, et après, tu as une prime nette que tu vas payer. Donc, contrairement, lorsque tu n'as pas ces éléments pour l'activité, donc tu es tu es une raffinerie. Une raffinerie, on sait que les raffineries, c'est une activité industrielle. Il y a un niveau d'exigence pour les raffineries. Les traités pour permettre de fixer un prix d'assurance pour une raffinerie te disent ce qu'ils doivent retrouver. Est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela, est-ce qu'il y a cela? Ben, si on n'a pas, à défaut des rabais, tu as des majorations. Bon, c'est lorsqu'on veut vraiment te donner un prix. Donc, tu as tel aspect manque. Ah non, je ne veux pas souscrire, je ne veux pas lui faire un prix moins que ça. Donc, tu as une augmentation peut-être de 1%. Donc, c'est le schéma inverse. Donc, si tu étais à 100, pour la même activité que l'autre qui a joué sur l'aspect prévention, sécurité, ainsi de suite, il y a ces augmentations qui vont s'ajouter parce que lui, il veut avoir quand même euh, à déclarer une affaire que, où il est conscient que s'il est en pétrin, ben forcément, il paiera plus cher. Parce que généralement, quand c'est le schéma inverse, lorsqu'on prend quand même une affaire plus risquée, la probabilité, on sait que la formule, c'est quoi? C'est le risque, c'est la probabilité ou fréquence fois la gravité ou l'impact. Donc, plus le risque, donc qui est le danger, l'exposition, plus la probabilité de survenance est élevée et que l'impact que ça peut générer est aussi élevé, eh bien, le risque va avoir des conséquences dommageables importantes. Donc, lui, connaissant ça à l'avance, parce qu'il fait ses études, ben, il ne te donnera pas un coût d'assurance faible, parce qu'il sait que derrière, quand il faut payer, il payera plus cher, suivant les limites qu'il aura fixées dans son contrat avec toi. C'est-à-dire, si tu dis que ma machine vaut 100 000 euros et que s'il y a un sinistre, tu dois me payer 100 000 euros, l'assureur, selon les capacités financières dont il dispose, dira, ben, en cas d'événement dommageable, je ne peux pas être à hauteur de te rembourser 100 000 euros. Je te demande un plafond de 50 000 euros. C'est-à-dire, peu importe comment l'événement va surgir, la limite que je peux m'autoriser à te rembourser, c'est 100 000 euros et c'est 50 000 euros. Et c'est de gré à gré. Voilà pourquoi on parlait d'un contrat. Donc, on signe, je suis conscient, tu es conscient qu'en cas d'événement, voilà ce qui va arriver. Donc, oui, il y a toute une incidence dans ce sens-là. Ok, je pense que nous allons... Alors, il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté, Lenovo, qui se cache derrière Lenovo. Si la personne peut se présenter avant que nous puissions conclure. Je vois Lenovo là. C'est qui, s'il vous plaît? Il faudra ouvrir le micro, Lenovo. Bon, peut-être que la personne ne peut pas... Ouais, Ça aurait, peut-être. ça- ça aurait été bien. Bon, juste pour conclure, alors... Alors, il y a Eric qui a laissé un commentaire. Tu peux le lire, Oui, Destin, il s'est s'il te plaît. déplacé. Il dit, je me suis déplacé pour un call urgent. Merci pour la présentation et les explications. Ben, nous, on te Merci remercie beaucoup. aussi. Merci d'avoir disposé du temps. Et on Mais te souhaite une bonne soirée. Hein. Je sais pas si s'il fait nuit comme chez nous ici à Pointe-Noire, ou bien si chez lui, il est presque à des heures assez avancées. Mais en tout cas, on te remercie pour la participation, pour les questions. Et on souhaite que, aux prochaines sessions, qu'on implique un peu plus du monde pour que voilà, chacun puisse y gagner et devenir meilleur dans son domaine. la présentation, le webinaire sera partagé. Donc, certainement, les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas pu participer, pourront suivre, la rediffusion. Voilà. Ou du moins l'enregistrement. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. N'oubliez pas, euh, j'avais promis faire une petite présentation d'1 minute d'LK Consulting. Alors, LK Consulting, c'est 4 permanents. C'est les 4 jeunes que vous voyez là. Il y a moi, il y a Benicia, il y a aussi l'assistant RSE de Bureautech, Monsieur Christian Mala. Il y a Madame Gabrielle qui n'est pas là ce soir, notre assistante administrative et formation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans l'équipe des consultants formateurs avec lesquels nous travaillons, parmi lesquels notre expert Destingo et bien d'autres encore.
Nous faisons dans l'accompagnement à la certification aux normes ISO. Nous faisons des formations métiers QHSE, RSE, des formations modulaires sur le HACCP, l'ISO 22000, etc. L'accompagnement RSE, nous faisons également. Nous avons une bonne expertise sur les outils RSE comme EcoVadis, ESG comme OpenIS, expertise environnementale dans la gestion des déchets, bilan carbone et bien d'autres, études d'impact environnemental, mise à disposition du personnel QHSE, RSE exclusivement, mise à disposition des outils de digitalisation, élaboration des plans d'évacuation, ça a été dit par Destin, nous faisons dans les audits, etc. Donc, les formations modulaires, il y a des formations en management, développement professionnel, il y en a plein. Système de management et normes ISO, sécurité et prévention des risques HSE, hygiène et sécurisme, environnement et développement durable. Voilà quelques formations qu'on a mis ici. Là, c'est juste une petite synthèse. Voilà. Ils nous font confiance. Ce sont des sociétés avec lesquelles nous avons déjà travaillé ou soit nous travaillons. Nous sommes situés au numéro 13 avenue Marien Ngouabi, quartier OCH, immeuble Rocher des Sages, juste au carrefour, allant tantôt vers le marché, oui, Borbor, la base, le carrefour qui est juste là, entrée, sortie, peut-être entrée OCH. Voilà, c'est là où nous sommes. Donc, si jamais vous êtes intéressé par nos services, prière de nous sommes à votre disposition. N'oubliez pas d'aller souscrire à l'assurance Souno Assurance. Il y a notre expert en visite des risques, Monsieur Destin, qui, voilà, de toutes les façons, il est disponible. Son contact, nous l'avons. Si vous êtes intéressé, si vous voulez le contacter, nous allons contacter, nous, par WhatsApp, par mail, nous allons vous donner ses contacts. Je te donne le dernier mot pour conclure, Destin, et puis nous allons nous arrêter là. Ok. En tout cas, je remercie chacun d'entre vous euh, pour ce temps hein, qui n'est pas aussi facile pour chacun d'entre nous. On a des diverses occupations et selon les timings aussi que chacun d'entre nous dispose. Déjà, c'est une grande marque de considération de participer à ce premier webinaire organisé. Et donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est vraiment rendre accessible l'information à tous parce que, on est sûr que si chacun d'entre nous a de l'information, on est déjà en premier conseiller à un niveau 1. Après, bon, pour certaines informations, on peut se rapprocher des autres pour un niveau 2. Et comme je l'ai dit, avec l'appui du cabinet LK Consulting, je pense que l'idéal serait peut-être aussi de vulgariser d'autres professions parce que le monde, c'est une plaque tournante. On peut être confronté à d'autres situations. Mais si on a la compétence et les ressources dans notre propre réseau, je pense que la première chose à mettre en exergue, c'est les compétences qui sont à proximité. Et donc, la force est dans le partage et dans le réseau. Donc, n'hésitons pas à donner ce que nous avons reçu et à partager dans la mesure du possible. Je pense que c'est la meilleure façon. Et pour le Congo, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de chantiers. Le pays il est encore vierge. Il y a beaucoup à faire et ça demande votre contribution multiforme. Et dans la mesure du possible également, je pense que c'est une façon de faire connaître en même temps LK Consulting et qui déjà est en train de faire un travail de qualité au niveau pays. Et ben voilà, on dit que c'est les faibles commencements, des fois, il faut pas les oublier. Donc, on est disponible. Aujourd'hui, c'était parler, en tout cas, côté assurance, et HSE, qui est HSE, et peut-être demain, on parlera peut-être d'autres choses. Peut-être que derrière moi aussi, je ferai venir d'autres intervenants. Selon les modalités, on verra bien avec les man. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit peut-être à des prochaines occasions. Voilà. Oui, d'arrêter, il y a Eric qui a posé la question, qu'est-ce que vous proposez dans la digitalisation des systèmes HSE? Alors, en premier lieu, il y a des bases de données purement HSE ou QHSE. Donc, selon le besoin que vous avez, nous mettons à votre disposition l'outil qui va avec. Donc, c'est un outil personnalisé par rapport à vous, en fait. Ce sont des bases de données
Il y a pas mal d'outils. Ça peut être des bases de données Excel, ça peut être des bases de données Access, ça peut être des bases de données développées avec d'autres langages de programmation. Donc, c'est ça que nous mettons à disposition. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Joël. Merci à Benicia. Merci à Lenovo, même si on ne sait pas qui c'est. Merci à tout le monde d'avoir participé. La suite, à très bientôt pour les prochains webinaires. Merci. Merci, merci, au revoir. Merci, bonne soirée à vous. Merci.